Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 7 mars 2014, première d'une série de quelques-unes en période électorale. Avant de tomber dans ce sujet-là, en commençant, par contre, je pense qu'on devrait prendre le temps de remercier les gens qui, jusqu'à présent, ont écouté notre podcast. Tout à fait. Et surtout, ceux qui ont pris le temps de donner des commentaires sur le show en général. C'est toujours apprécié. On essaie de quand même les prendre en considération puis améliorer le show qu'on fait. Donc, merci. C'est un process. Et continuez à le faire. Donc, campagne électorale déclenchée mercredi le 5 mars. Écoute, tes impressions commencent. On essaie de pas passer trop de temps là-dessus parce que on a le temps d'en reparler pendant la campagne électorale. Ouais. C'est très frais présentement. Mais ton feeling présentement? Ben écoute, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Écoute, je pense qu'il y avait des pancartes électorales libérales qui se faisaient mettre la nuit du mardi à mercredi. Ou pas juste libéral. Oui, c'est ça. C'était connu là, qu'il allait avoir une campagne électorale. C'est pas vraiment une surprise. Je pense que c'est important de préciser que notre podcast n'est pas payé ni supporté par le Parti libéral, même s'ils veulent parler de nous ensemble. Donc, écoute, je veux juste dire, là... quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Tu fais bien de mentionner ça. Le slogan libéral m'a jeté à terre un peu. Parlons des slogans, honnêtement, parce que c'est ça qu'on connaît un pour petit peu l'instant. aujourd'hui en ce début de campagne électorale. Donc oui, les libéraux ont sorti ensemble, on parle des vraies affaires. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, c'est Et, exactement ça, oui. Il faut se rappeler que nous, on a choisi le nom Les vraies affaires parce qu'on trouvait ça drôle et... C'est comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de réelle idée sur des trucs. Il dit que lui, il parle des vraies affaires en contraire de les choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas intéressantes pour lui. Et on trouvait que c'était une espèce de blague de faire un show de podcast là-dessus. D'où la présence du Z qui dénote Oui. la note humoristique. Là. Exact. Mais qu'un parti provincial officiel prenne ça, je trouve ça fascinant. Écoute, oui, mais bon, les autres slogans sont pas nécessairement excellents non plus. Là. C'est pas une année de grand cru pour les slogans. On se donne là. le go. C'est vraiment la dernière go. Là. La meilleure j'ai entendu là-dessus, c'est passer le go et réclamer 200$. J'ai tellement ri quand j'ai On lu pourrait ça. faire plein de blagues avec ce slogan-là. Ça a l'air que la tweetosphère est vraiment virée folle sur juste rire du logo, pas du logo, mais du slogan. J'entendais aujourd'hui quelqu'un qui était professeur de communication à l'université, communication politique, soyons bien précis. Là. Et lui, là, le slogan de la CAQ, là, il trouvait « Ah, mais non, mais ils font parler d'eux autres, là, c'est juste ça que tu cherches, puis c'est bien correct. » Là, j'étais là, sérieux, man. Mais à terme, il n'y a pas tort. Parce que, ultimement, la CAQ, son gros. Parce qu'il faut. Dans l'objectif. Chacun des partis a un objectif différent avec ça. Là. C'est-à-dire que l'objectif d'abord et avant tout des deux partis qui sont en opposition, qui sont pas au pouvoir versus celui du PQ dans son slogan, c'est de se donner un air d'aller différent. C'est de prendre le pouvoir, tandis que le Parti québécois peut s'asseoir. D'ailleurs, c'est l'essentiel du message que Mme Damarois a délivré en annonçant les élections, c'est-à-dire donnez-nous un mandat clair, un mandat fort et pour faire ce qu'on veut parce qu'il y a un blocage. Les deux autres partis doivent se positionner en disant non, c'est à nous qu'il faut que vous donniez la chance et non pas simplement juste donner plus de pouvoir à un parti qui est déjà là. Mais la CAQ, surtout, son plus grand danger, c'est de tomber dans l'impertinence. C'est de tellement tomber en arrière du débat sur le plan médiatique qu'on en oublie leur existence et ils peuvent même pas se jouer sur le même pied d'égalité que les autres partis. Et je pense que dans cette optique-là... C'est-tu un slogan avec un jeu de mots qui t'aide contre ça? Écoute, je te dis pas que ça t'aide nécessairement, mais dans cette optique-là, je comprends que l'analyste en question dont tu parles dise que, tu sais, le fameux qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, mais qu'on en parle, c'est pas vrai pour tout le monde, parce que des fois, il faut qu'on parle en bien de toi, là, ça va mieux. Puis c'est pas vrai pour toutes les situations. Oui, mais dans ce cas-là, comme le grand défi de la CAQ, ça va être carrément de se faire entendre, toute chose qui fait parler d'elle. Je comprends son point. Parce que j'ai jamais cru que la CAQ, son problème, c'était un problème de branding. Là. Tout le monde sait que la CAQ, ça existe. Là.
Pas besoin, il aurait pu arriver et dire notre slogan pour l'élection, c'est genre pipi caca poil. Puis là, tout le monde fait hey, avez-vous vu ça? C'est comme pipi caca poil. Tout le monde parle de ça. Mais un slogan, c'est quelque chose que tu traînes pendant un mois. Ce que je veux dire, c'est que dans l'optique d'un slogan qui durait, je sais pas, moi, 3 jours peut-être. Là. Mais là, il va falloir qu'il traîne. On se donne le go pendant 30 jours. Est-ce que ça. C'est bien beau là qu'ils se font parler d'eux autres, tout ça, là, mais je veux dire, ça amène où ça? On part. Alors qu'on sait que si, genre, il. En fait, c'est que c'est aussi faire un gros gamble sur juste le gars, là. Le go, là. Le go, ça a été comme semi-prouvé que il n'y a pas un charisme puis il n'y a pas un personality pour, à lui seul, attirer des votes tant que ça. Oui, mais c'est le seul gamble que la CAQ peut faire. Ils n'ont pas d'équipe, véritablement. Ouais, tu sais, en fait, moi, je le vois... T'as juste une carte à jouer, hein? Premièrement, je trouve pas qu'il est si mauvais que ça, ce slogan-là, dans le sens que même si on va le traîner pendant toute une campagne, je pense pas que ça va être un boulet nécessairement qu'ils vont traîner tout le long. Mais deuxièmement, ils se rendent compte que les gens votent bien plus pour le chef du parti que pour autre chose. Et c'est le gamble qu'ils font. C'est leur seule carte. Alors, ils ont décidé, ils vont taper dessus. Ils vont taper sur ce clou-là toute la campagne. Ouais. Puis quelque part, veut pas, le miroir contre lequel ils se battent, c'est Pauline Marois. Fait quelque part, ils ont un in, là. Je comprends ta logique, puis tout ça, plus j'y réfléchis, ça fait juste confirmer que j'ai de la misère à voir dans ma... J'ai de la misère à voir dans ma boule de cristal une bonne campagne une campagne productive ou qui va leur donner des gains par rapport à ce qu'ils ont en ce moment. Je ne vois aucunement ça. Je ne vois pas les cartes qu'ils ont dans leur jeu. Je vois pas les flèches qu'ils ont dans leur donc ta lecture de la campagne qui s'en vient, c'est d'un affrontement classique libéral-PQ. Ouais. Et il y a le Joker de la carte au niveau de l'influence de peut-être... Je pense que la CAQ a peut-être la clé de la minorité puis de la majorité, mais pas plus que ça, là. Puis écoute, si la CAQ se met à perdre un peu de députés dans la région de Québec, c'est fini, là. Mais ça va se décider dans la région de Québec, en encore. fait. Ça va être le champ de bataille principal. Si les gens de Montréal vous demandez pourquoi on a plein de belles affaires ici, c'est parce que c'est ici ça se décide les élections depuis 3 fois. Ouais, mais ça, c'est plate de voir ça de même en même temps. C'est surtout, moi, d'abord et avant tout, oui, OK, il y a des cadeaux. Mais non, mais c'est vrai, il y a des cadeaux pareils. Là, surtout il était une époque où au fédéral, on en savait pas mal, justement, à cause qu'on était au niveau fédéral, on était un peu une clé de voûte. Mais n'en demeure pas moins que la raison pour laquelle, en fait, la région de Québec, c'est là où se gagnent les élections, c'est parce que c'est une région qui change énormément sur le plan politique. Je veux dire, il y a des sections de Montréal, ça va voter bleu, des sections de Montréal, ça va voter rouge, des sections en région, ça vote presque tout le temps bleu. Ben là, il reste Québec qui change de temps en temps, puis là, je suis pas en train de dire c'est bien de changer d'un bord, changer de l'autre, puis c'est pas bien que... C'est juste la réalité politique. La réalité étant que, ultimement, c'est l'endroit, les circonscriptions qui forment la grande région de Québec, un peu la Beauce, tout ça, c'est des endroits qui peuvent être sujets à changement, et c'est dans les comtés qui changent que les élections décident. Personne dans un local d'élection au Québec va dire faire une bataille à Québec, c'est complètement imbécile, puis c'est impossible que ça paye. Hey, ça se peut que ça paye parce que c'est volatile. La CAQ peut pogner des sièges, le PQ peut pogner des sièges, puis les libéraux peuvent pogner des sièges aussi, il y en a encore, là. Fait que t'as comme cette mosaïque-là qui bouge. Mais plus que ça, en fait, moi je pense que les libéraux risquent de faire une poussée relativement surprenante dans la région de Québec parce que la CAQ, c'est leur dernier bastion, faut être franc, là. Mais en même temps, je pense que... Je suis un peu d'accord avec toi, là, que je pense qu'ils vont faire une campagne. Ils vont avoir une campagne qui peut pas être à la hauteur... Ils vont être en mode survie. Ça peut pas être à la hauteur du retard qu'ils ont à rattraper. Sauf que les libéraux, eux, vont peut-être pouvoir profiter d'une part d'opposition à plusieurs des politiques du Parti québécois, nonobstant la charte, parce que la charte dans la région de Québec, ça a quand même un appui plus grand que dans d'autres régions. Mais sur beaucoup d'autres décisions que le PQ a prises à Québec, c'est certain que c'est des choses qui n'ont pas nécessairement bien passé. Puis peut-être que les libéraux pourraient... à supposer qu'ils ont une bonne campagne, parce que ça c'est la grosse inconnue présentement, pourraient récupérer ces votes-là. Il y a aussi une dynamique intéressante à Québec par rapport à la mairie. C'est que à cause que le maire Labaume met tellement la ville au complet en arrière de lui à l'unisson, ça donne un levier politique extrêmement fort, ça, parce que si tu plais au maire Labaume, tu plais à la ville. Donc, tu as juste un interlocuteur à appeler, puis savoir qu'est-ce qu'il veut. Puis si lui, il tire d'un côté ou de l'autre, ça peut vraiment influencer l'élection. Alors qu'à Montréal, c'est comme... il y a Denis Coderre qui veut rien savoir du PQ, mais je veux dire... L'opinion de Denis Coderre là-dessus, honnêtement, peut-être que la ville de Montréal s'en fout un petit peu. Là. Beaucoup moins, en tout cas moins, plus qu'à Québec. Là. C'est ça. Le rapport entre le maire et sa population, c'est sûr qu'à Québec, c'est... Mais bref, écoute, campagne électorale commence. Moi, j'adore ça, les campagnes électorales. C'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent. Sachez qu'on va faire un suivi assez serré de la campagne dans les 4 prochaines semaines.
Et on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on va faire pour la soirée électorale, c'est pas encore. Mais on va essayer de réfléchir à des affaires. Avant qu'on change de sujet par rapport aux élections, en fait, là, je voudrais savoir ton opinion sur l'annonce que la commission Charbonneau a faite concernant le fait qu'ils vont arrêter leurs travaux, suspendre leurs travaux pendant la durée de la campagne électorale. Qu'est-ce que t'en penses, avant que je me prononce? Écoute, j'ai de la misère à me donner une opinion solide, étant donné que je ne sais pas ce qu'on manque. Et c'est probablement dans la connaissance de ce que l'on manque que la commission a pris sa décision. Je ne veux pas dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas savoir ou tout ça, mais ils disent, là, selon notre horaire, on va regarder à des trucs d'une portion de la problématique. Et si la population voit juste ça pendant la campagne électorale, ça ne rendra pas justice à personne parce que c'est tellement juste un côté de la médaille que ça pourrait être problématique. J'espère croire que c'est la logique qui a amené ces gens-là à cesser la commission. Parce que ça a l'air que selon l'horaire, ils embarquaient justement dans le ministère des Transports puis le gros stuff provincial. C'était pas le financement des partis politiques? Oui, ben c'est ça. Au provincial, puis le ministère des ministère des Transports et Financement politique, justement, ce n'était qu'une seule et même chose pendant un moment. Justement. Donc, je suis déçu, mais en même temps, je me fâche pas trop de ça en voulant dire, regarde, c'est la vie, puis on va continuer avec ça. Mais ça augmente ma curiosité pour, après les élections, de quoi on va parler à la commission. Oui, mais tu vois, moi, je le vois pas nécessairement comme étant le sujet de ce qui aurait pu être abordé, mais plutôt, je regarde ça et je me dis, s'il y a un moment où peu importe ce qui sort de cette commission-là va être décuplé de façon disproportionnée, c'est bien pendant une campagne électorale. Donc, chaque ligne va être disséquée outrageusement. Ça ne rendra pas justice aux travaux de la commission et ça ne donnera pas une élection qui reflète véritablement le paysage politique québécois. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Peu importe ce qu'on... Même si le lendemain des élections, le premier témoin sortait des détails super scandaleux sur le Parti libéral... C'est tous des malades! Ça me dérangerait pas. Je suis sûr que je me dirais, bon, mais là, en théorie, il faudrait s'en souvenir à la prochaine élection, mais je serais quand même content que ce soit pas le genre d'information qui soit sortie en campagne électorale, au moment où tu n'as pas, comme tu disais, le temps d'entendre l'autre côté de la médaille, puis d'avoir au moins un témoignage qui est plus... Écoute, il y a des témoins, on fait une mini parenthèse là-dessus, mais il y a des témoins qui ont dompé des accusations absolument outrageuses sur Rambo. Puis après ça, il a passé une journée et demie à la barre, puis il y a du monde qui l'adore. Il signe les autographes en sortant. Fait que l'importance de voir les deux côtés de la médaille est là. C'est un bon exemple. Oui, exact. En fait, l'exemple de Rambo est parfait pour ça. C'est exactement le genre de choses que... On n'aurait pas eu le temps de faire durant une campagne électorale. Ce mécanisme-là peut amener à... Donc, on passe maintenant à l'autre... Écoute, l'autre sujet de l'art, dans le fond, essentiellement, la situation en Ukraine, et plus spécifiquement, je pense qu'il faudrait commencer tranquillement à parler de la situation dans la région de Crimée, parce que c'est de plus en plus certain, en tout cas au stade où les choses en sont présentement, que ça va se limiter à la région de la Crimée, ce qui se passe présentement. Écoute, moi, c'est fascinant au sens neutre du terme, dans le sens que c'est une crise diplomatique la plus importante du début du 21e siècle, sans aucun doute. Là. Je veux dire, en termes de stand-off entre des grandes puissances et tous les outils diplomatiques qui peuvent être utilisés, c'est à suivre. Beaucoup de complexité, ça. Là. Exactement. Ça illustre très bien comment fonctionne la diplomatie internationale en 2014. Si vous voulez connaître ça, là, suivez ce qui se passe avec l'Ukraine, parce que vous allez voir tout le rôle que l'OTAN joue encore dans la structuration des relations nationales, le rôle, pour ne pas dire peut-être le non-rôle des Nations Unies, parce que présentement, ils sont vraiment en train d'échapper la balle. Et c'est pas de leur faute, là, mais ils peuvent pas. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire, ou très peu. Encore aujourd'hui, il y a un ambassadeur des Nations Unies qui s'est fait menacer de revirer de bord, puis il y a des tirs envoyés dans les airs. Alors, le respect sur place n'est même pas tout à fait là où il devait être. Ouais. Écoute, on est encore, honnêtement, au début de cette crise-là. Là. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a encore énormément de diplomatie à jouer. Mais moi, je te dis tout de suite, tu sais, la Crimée ukrainienne, là, c'est fini. Là. C'est terminé. Là. Le but, c'était ça. Ça va se faire sous la forme d'un référendum issu de la population, parce que, tu sais, que j'écoutais CNN hier, puis il y avait un analyste politique qui parlait. Présentement, en Russie, au Parlement, dans un des sous-comités, évidemment, c'est pas une loi qui est en discussion présentement, mais ils sont en train de voir une réforme de la façon d'admettre des pays qui requerraient une adhésion à la Russie par biais de référendum. How convenient. Quel addon! Alors, écoute, je pense foncièrement... C'est tellement pas subtil.
Ça, c'est aussi pas subtil que les hommes armés en uniforme non identifié, mais avec des tanks aux plaques de la Russie. Comme j'ai dit, ne nous faisons pas d'illusions. C'est ça qui est en train de se passer. C'est une tactique qui représente très bien l'intérêt de la Russie. Parce que c'est une tactique genre vieille comme le chemin, là, ce qu'ils font là. C'est juste, on fait de quoi, dans le fond, parce que vous pouvez vraiment rien faire contre nous autres, fait qu'on le fait. Pourquoi on le ferait pas? Parce que là, on parle beaucoup de sanctions économiques, là, mais les sanctions économiques de l'Union européenne, par exemple, la Russie, avec raison d'ailleurs, est tout à fait en droit de dire, écoutez, ça pourrait vous faire pas mal, autant mal qu'à moi, là. Ouais, c'est le monde dans lequel on vit, hein. C'est comme, Exactement. on te menace de ça, puis c'est comme, hey, tes échanges aussi, ça va... Fait Là, qu'on est un peu pogné pour s'entendre ou se battre. Exactement. taper sa gueule. Et ce matin, donc mercredi le 5 mars, encore là, la Russie a voté une loi permettant aux autorités russes de saisir des avoirs étrangers dans le cas de sanctions économiques. Là, ils sont en train de se préparer. Je veux dire, présentement, ce qui est fascinant, comme je dis, je veux pas une fascination morbide ou quoi que ce soit, mais ce qui est fascinant dans la situation présentement, c'est que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun recul d'aucun côté. Mhm. Présentement, toutes les étapes diplomatiques, c'est pas nécessairement une escalade constamment, mais il n'y a pas eu de recul. L'Ukraine tient encore mordicus à garder la région de la Crimée. La Russie nie encore sa présence militaire en Crimée et prend des mesures pour se justifier son action et pour se parer en cas de sanctions économiques. Le seul recul véritable qu'il y a eu, ça a été d'entrée de jeu quand les pays occidentaux, avec raison, je crois, ont mentionné tout de suite qu'il n'y aurait pas de recours à la force armée. Ça a été c'est la seule option qui est enlevée de la table. Parce que présentement, sinon, dans ce conflit-là, il y a toutes les autres options sont encore sur la table. On reste dans la sphère d'influence de la Russie, là. C'est la même chose que s'il se passerait quelque chose de l'autre bord de très grave, l'autre bord de la frontière au Mexique, là. Probablement qu'ils ne feraient pas ça au Canada parce qu'on est réellement un allié, mais ils sont pas dans le temps, l'Ukraine, là. Si on veut faire de quoi, ça va être par valeur morale, puis il va falloir aller tuer des Russes en Crimée. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que ça vous tente d'embarquer là-dedans? C'est pas vers là qu'on s'en va, mais surtout, c'est qu'il faut pas oublier que la Crimée, ça a été donné à l'Ukraine en 1954. Ça fait 60 ans qu'ils l'ont, là. Donc, c'est même pas... C'est une création moderne, là, ce pays-là. Dans le sens que, ethniquement, c'est des Russes qui habitent là. Et l'intérêt pour la Russie, pour cette région-là, est séculaire. Là. Ça fait des siècles que la Russie veut aller là. Il y a eu 2 guerres, au moins, au 19e siècle, qui ont eu lieu, dont une qui s'appelle la guerre de Crimée. Fait que ça vous donne une idée. Dans les années 1850. Et puis, il y en a une autre dans les années 1870. Donc, c'est une voie normale d'expansion, ou en tout cas du territoire russe, notamment à cause qu'il y a des ports qui sont en eau chaude, c'est-à-dire, dans le fond, qui sont ouverts à l'année, qu'il n'y a pas des glaces qui les empêchent. C'est le seul. Les Russes, là, dans le fond, là, ils sont un peu tirés dans le pied quand ils ont donné ça à l'Ukraine, parce qu'ultimement, ils ont été obligés de signer des accords de présence avec la base russe à Sébastopol pour avoir une place pour mettre leur marine de la mer. Ils louent ça depuis tout le temps, là. Exactement, pour avoir un accès en eau chaude à l'année à la mer Méditerranée. Puis quand la Russie sent ses frontières au sens large du terme frontière, donc pas seulement frontière immédiate, mais frontière en termes stratégiques de l'Empire russe ou de la Russie, ben écoute, la Russie réagit, là. Honnêtement, si on n'a pas vu ça récemment, c'est parce qu'il n'y a eu pas tant de menaces que ça sur les frontières russes. Et quand je dis qu'on n'a pas vu ça récemment, en fait, on a vu ça en 2008 quand la Russie est allée en Géorgie. Puis il faudrait mentionner que les 2 petites provinces de Géorgie qui ont pris, là, ils les ont encore. Fait que la Crimée, là, c'est fini. C'est la même chose qui va arriver, là. La Russie, en même temps, donné du lest à des pays qu'elle avait pogné de manière complètement légitime, mais il y a encore des morceaux qu'elle pourrait légitimement avoir, que ce soit au niveau ethnique ou culturel. Puis là, je sais pas à quel point il en reste sur la liste, honnêtement, mais je veux dire, si les gens de la Crimée, là, il aiment mieux être sur le gouvernement russe qu'ukrainien, qu'est-ce qui reste à cette frontière-là, là? C'est ça, le problème de cette situation-là présentement, c'est comme tu disais, il en reste tant que ça des territoires, il en reste un peu, puis c'est dans l'est de l'Ukraine. C'est ce qui fait le danger de la situation actuelle. C'est qu'en fait... Mais on parle pas d'envahir la Pologne, là, parce qu'il y avait genre des gens qui parlaient « la Pologne capote, ça. » C'est correct là, que la Pologne capote, mais je pense pas que la Pologne est sur les... C'est parce que la Pologne, il y a une chose, par contre. La Pologne, si elle pouvait pas avoir de Russes à sa frontière, là, elle aimerait ça. Parce que ça rentre vite. Ouais. Ça rentre vite. Donc, ça fait du bruit des Russes. Je les comprends, là. Mais en même temps, écoute,
je pense qu'il est encore très tôt pour pouvoir juger du potentiel ou du non-potentiel d'escalade. Peut-être que ça va être fini dans 2 semaines, là. On sait pas, là. Écoute, puis si on peut se permettre de dire ça, faut aussi se permettre, et je pense pas qu'on parle d'une reprise de la Première Guerre mondiale 100 ans plus tard, là, mais faut aussi se permettre de concevoir le concept que ça se pourrait que ça devienne une guerre quand même. Là. Sous une forme ou une autre, c'est encore sur la table. Oh, ouais. C'est certain. Donc, c'est à suivre, mais surtout, c'est à étudier et à analyser parce que, comme je disais, si on veut comprendre comment fonctionne l'ordre international en 2014, il faut voir comment ça fonctionne, à la fois en ce qui concerne le rôle que les États-Unis entendent jouer sur la scène internationale, le rôle que l'Europe, l'Union européenne en tant que bloc entend jouer, et la façon dont vers quoi ils se dirigent en termes de politique étrangère. Est-ce qu'ils vont être capables de coordonner une politique étrangère cohérente par rapport à ça? Bonne question. Le rôle de la Russie là-dedans, et évidemment aussi, peut-être, parce qu'on est encore au début, il faudra voir quel sera le rôle de la Chine dans cette situation-là. Je pense que la Chine regarde ça en disant... Mais et d'ailleurs, ça a été l'attitude de la Chine pendant longtemps, et dans beaucoup de situations, la Chine fait juste, écoute, moi je dis rien. Tu sais, les Yougoslavie. C'est décourageant. Qu'est-ce que tu veux que la Russie, la Chine dise là-dessus comme, Ce que je dis, c'est que si jamais elle décide de se prononcer là-dedans, ça va donner une bonne idée de vers où les alliances ou les regroupements idéologiques sur le plan international se dessinent pour le début du 21e siècle, dans le fond. Ouais. Bref. On verra. C'est ça, exactement. Passons à un sujet un peu plus léger. Aujourd'hui, donc cette semaine, mercredi, c'était la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Fan du Canadien que tu es, que je suis, que peut-être des gens qui nous écoutent sont. Jamais personne n'a référé à moi comme fan du Canadien, mais j'imagine que j'en suis un, mais très mou là, quand même. T'as-tu déjà écouté une game du Canadien? T'étais-tu content quand il scorait? Oui. T'étais un fan du Canadien. OK. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de Thomas Vanek à titre de joueur de rotation? Écoute, Julien, ben, comme je te disais, on l'a eu pour 2 tasses de café et des biscuits sociaux. Fait que rendu là, Thomas Vanek ou pas de Thomas Vanek, ben moi je prends Thomas Vanek. Ouais, tant qu'à ça. Hein? Donc là, on est rendu avec 2 Thomas. Bon. Va falloir en dire le vraiment bon Thomas puis le pas pire bon Thomas. Ça va être TP puis TV. Puis, tu sais, comme tu disais un peu plus tôt, c'est comme un joueur qu'on va utiliser pour le reste de la saison. À cause de ses stats en ce moment, c'est le plus gros scoreur de l'équipe. Fait que tu sais, c'est difficile de regarder Marc Bergevin et de dire « Hey, aujourd'hui, là, t'as pas été productif, Marc Bergevin. » Je pense qu'il faudrait que t'aies fait plus de trucs. Tu l'as échappé. C'est un bon trade. C'est universellement reconnu comme un vol, quasiment, envers les Highlanders. Et j'ai hâte de le voir jouer. Je pense qu'il va peut-être bien fitter avec l'ambiance générale du Canadien. On va voir. Puis j'ai hâte de le voir aller. Puis si on le perd pour la saison prochaine, ben just too bad. Ouais, exactement. Moi, écoute, dans tout ça, en fait, j'ai presque plus aimé. Ben là, j'étais content de l'échange de Thomas Vanek, là, mais j'ai quasiment plus aimé la journée avant celle de la date limite des transactions, notamment avec l'échange Luongo. Mm-hmm. Moi, cette situation-là me fait capoter. Là. Ça a tellement été bizarre comme situation. Puis surtout, après avoir échangé Corey Schneider cet été, Ouais. lui avoir redonné les rênes. Et là, après ça, l'élément déclencheur a vraiment été, évidemment, de l'avoir benché pour la game à l'extérieur, ou à BC Place à Vancouver. Et là, 3 jours plus tard, bouf, il s'en va en Floride, qui était l'endroit où les premières rumeurs d'échange l'envoyaient il y a de cela quasiment 2 ans. Puis si vous vous rappelez pas, long time ago, c'est là qu'il a commencé sa carrière aussi. Évidemment, ça fait 8 ans qu'il est parti, mais il est revenu. Il est revenu, exactement. Et surtout, c'est que là, les Canucks, ils n'ont plus de goaler. Ils n'ont plus de goaler. Écoute, honnêtement, d'ailleurs, j'ai entendu la conférence de presse aujourd'hui du general manager des Canucks de Vancouver, si je vais mal le dire, et qui disait, les Canucks n'ont rien fait quasiment aujourd'hui. Là, ils ont envoyé Raphaël Diaz contre une poignée de puck. Non, un choix au repêchage. Mais des fois, c'est la même chose. Tape puis 20 000 $. Ouais, c'est ça, des bâtons. Non, donc, il disait simplement, il utilisait l'expression « développer notre club dans une perspective à long terme ». Entre ça puis parler de reconstruction, là, on n'est pas loin. Là. Ouais. Quand t'as pas de gardien, t'as pas grand-chose. Ils ont perdu l'identité qu'ils ont fait d'eux une équipe compétitive pendant quelques années. Juste Sedin. La fenêtre d'opportunité pour cette équipe-là était à 1 année près. Et là, elle s'est refermée avec l'échange de Luongo. Je pense que c'est assez clair. Donc, ça a été la grosse histoire cette
Cette semaine, dans le fond. Ça fait une situation de merde overall, toute l'affaire des deux gardiens, puis Luongo avec son contrat, etc. C'est juste plate, mais écoute, j'ai juste fait de bonne chance en Floride. Là. De toute façon, il peut juste faire... Juste l'amélioration au niveau des Panthers de la Floride qui est possible, parce que rendu là... L'autre gros, c'est Martin Saint-Louis. Mais ils s'en viennent bien. Oui, excuse. Oui, juste pour finir sur les Panthers, par exemple, ils s'en viennent bien quand même. Ils ont une couple de bons jeunes. Là. Ils ça fait 15 ans qu'ils s'enlignent bien. Ouais. Mais ils vont l'être compétitifs. Mais oui, Martin Saint-Louis contre Ryan Callahan, un échange deux capitaines, quelque chose qui se voit pas souvent. C'est vraiment bizarre. Et ce soir, en fait, donc mercredi... Vas-tu devenir capitaine... Est-ce que les deux vont... Est-ce que Martin Saint-Louis va devenir capitaine des Rangers puis Callahan? Je sais pas. Non, là, sérieux, c'est une bonne question. Je penserais pas, là, mais... Écoute, ça va être à suivre. On est dans le dernier droit maintenant pour les séries éliminatoires pour la saison. Bon, écoute, j'avais un autre sujet avant de conclure tranquillement. J'avais un autre sujet pour toi. Récemment, la Food and Drugs Administration aux États-Unis vient d'annoncer une refonte presque complète des étiquettes de valeur nutritive de leurs aliments. Une première en 20 ans. Ouais, quand même. Donc, quand même, c'est assez majeur. Avec les points sur lesquels ils vont insister, c'est de mettre le chiffre des calories en plus gros. Oui, et puis j'ai vu les images. Il est vraiment gros. C'est big. Il est vraiment gros. Ça va de mettre l'accent sur les sucres ajoutés. Et surtout, et là vraiment je trouve que c'est parce que pour être quelqu'un qui check quand même un peu ses valeurs nutritives sur ce qu'il mange, c'est quelque chose qui est effectivement vrai. Ils vont ajuster la portion dont les valeurs sont indiquées à une portion plus réaliste de ce que les gens risquent de consommer. Ouais. Pour que ce soit plus facile de voir immédiatement la quantité totale. Ce qu'ils disent, c'est par exemple, vous ouvrez une bouteille de Coke. Là. Si c'est marqué sur l'étiquette les valeurs et le contenu en termes de vitamines, de calories, tout ça, pour la moitié de la bouteille, puis il faut que vous multipliez par 2, tout le monde sait que si tu t'achètes une bouteille de Coke, tu vas la déboucher et tu vas la boire au complet. Fait que pourquoi ne pas juste donner les valeurs pour l'entièreté de la bouteille? C'est plus facile. Je pense qu'il y avait des réglementations similaires, en fait, depuis un moment au Canada, que pour certains formats, tu étais forcé de dire non, on s'en fout que ça soit pour 150 ml de Coke, c'est 355 qu'il y a dans la canette. Ça fait un petit moment au Canada que je crois qu'on avait changé ces règlements-là. Fait que dans cette optique-là, les Américains sont un petit peu en rattrapage. Et moi, j'avais d'autres idées plus... c'est une problématique que j'ai beaucoup réfléchi, l'affichage des informations nutritionnelles. Puis j'avais comme d'autres visions de qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais que c'est radicalement différent de ce qu'il y a en ce moment. Je pense que les changements qu'ils ont faits à leur système sont dans la bonne direction. Je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres à faire, mais... Je sais que ça s'accompagnait aussi d'ailleurs d'une diminution de la quantité de sodium par jour recommandée. Ouais, il diminuait un petit peu faire, aussi. là, ouais. Oui, mais écoute, il faut le noter, là, dans le sens que des fois, on reproche à ces organismes-là de ne pas être au fait un peu de ce qui se passe. Là. Il y a une problématique plus profonde dans tout ça, c'est que la science de qu'est-ce qui nous rend malade et qu'est-ce qui nous rend pas malade est un sujet de contention dans les milieux scientifiques de la nutrition. Et ça, c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes au niveau de l'affichage et toutes ces choses-là. Et ça ne me tente pas de commencer aujourd'hui à vous vendre le genre de salade que moi je pense qui est peut-être la meilleure réponse, mais c'est pas important. L'important, c'est que vu que c'est en contention, t'as beau mettre en gras ce que tu veux, tu sais même pas si ce que tu mets en gras est vraiment la bonne affaire à faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que ces deux affaires-là sont basées sur de la science extrêmement solide, détrompez-vous, mesdames et messieurs. Parce que la science et la nutrition, c'est un domaine scientifique qui, en ce moment, subit des gros changements et des schismes qui se passent dans ce domaine scientifique-là. C'est pas comme la physique newtonienne, ça fait un bout qu'on a réglé. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et pour des raisons que ce soit scientifique ou des effets du système de financement de la recherche, ce que je veux dire, c'est des effets plus humains sur la science et non la science elle-même. Il y a beaucoup de choses étranges dans la science de la nutrition. Il y a beaucoup de trucs un jour c'est bon, l'autre jour c'est pas bon. Des études plus ou moins bien faites qui ont été amplifiées, etc. Et toute une histoire de mauvaise orientation des suggestions nationales comme prise d'alimentaire qui causent des problèmes, etc. Donc, oui, c'est des changements que je pense qui sont dans la bonne direction, dans le sens que je ne pense pas qu'ils vont dans une direction que l'on peut contester, mais les gros changements qu'il y aurait à faire sur l'étiquetage seraient peut-être dans quelques années lorsqu'on va avoir fini ce schisme-là au niveau de la nutrition humaine. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que présentement, la grosse campagne de sensibilisation, c'est pour amener les gens à lire l'étiquette. Fait qu'avant de penser justement à la prochaine étape, je pense que déjà d'avoir simplifié l'accès à l'information, simplifié au sens au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire c'est plus gros, c'est plus gras, puis c'est plus
facile à ne pas avoir à multiplier. C'est de l'accessibilité la plus basique. Là. Mais justement, c'est la première étape avant de passer, comme tu dis, à peut-être une meilleure refonte. Ouais. Hey, on est sur la fin. Oui. Donc, on va conclure, comme d'habitude, avec ma suggestion de la semaine, s'il y en a qui veulent s'intéresser à la Première Guerre mondiale, ou si toi, tu veux t'intéresser à la Première Guerre mondiale. Ce que je suggère cette semaine, c'est un autre livre, mais un peu différent des précédents, ceux de Marc Ferraud, de Pierre Miquel, tout ça sur la guerre en général, qui était plus comme des espèces de romans, là, c'est-à-dire du texte continu. Cette semaine, je propose un livre qui est plus sous la forme d'un manuel scolaire, en fait, là. Donc avec des graphiques, avec des cartes, donc peut-être avoir un support plus visuel pour comprendre, puis plus une explication très pédagogique, en fait, du conflit. Ça s'appelle, tenez-vous bien, c'est très original, la Première Guerre mondiale. Les titres des trucs que tu proposes, c'est toujours genre la Grande Guerre. Mais éventuellement, ça va. La guerre mondiale. Éventuellement, ça va s'améliorer là, parce que dans le fond, je vais avoir des trucs qui sont plus pointus, mais il faut donner quand même la base au départ. J'en ai pour 1 an à faire ça. Là, fait que je commence. Là. On est en mars. Là. Donc, la Première Guerre mondiale de Jean-Jacques Becker, un des experts sur le conflit français, donc qui vaut la peine, un livre de 2003, La Première Guerre mondiale de Jean-Jacques Becker, un livre pédagogique sur la Première Guerre mondiale. Alors écoute, là-dessus, il ne nous reste qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.